Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon nom est Martin Drouin. Je suis professeur à l'UQAM, donc à l'Université du Québec à Montréal. Donc, nous sommes ici aujourd'hui dans la dernière étape de notre colloque qui a débuté jeudi soir dernier, colloque, vous le savez, dédié à la participation citoyenne en histoire et patrimoine. Donc, je vous parle aujourd'hui, mais au nom d'un comité d'organisation. Je ne suis pas tout seul et j'en suis bien heureux. Je ne suis pas tout seul à faire ça. Donc, je suis à la tête d'une petite équipe qui travaille fort, qui a travaillé très fort pour faire cet exercice et on est très content d'être ici à Québec aujourd'hui. On trouvait ça important d'être à la fois, de faire 2 jours et demi à Montréal, mais aussi de faire une étape aujourd'hui à Québec, cet après-midi et ce soir. Donc, je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci à ceux et à celles qui sont en ligne aussi. Et je cède la parole à Jean-Louis Vallée, président de la Fédération Histoire Québec. Merci, Martin. Bonjour. Comme disait Martin, je suis Jean-Louis Vallée, je suis le président de la Fédération Histoire Québec. Je suis aussi le porte-parole aujourd'hui de la table de concertation des sociétés d'histoire de Québec. Donc, c'est un ensemble de 13 sociétés d'histoire à Québec qui se rassemblent régulièrement. On est rendu à des réunions une fois par mois et on voulait absolument que la continuation justement du colloque de Montréal se fasse à Québec, lieu où il y a quand même beaucoup de travail de la part de ces histoires, entre autres sur la préservation du patrimoine. Donc, au nom de la table de concertation des sociétés d'histoire de Québec, mais aussi au nom de la Fédération Histoire Québec, je vous souhaite une bienvenue à Québec dans ce colloque-ci et j'espère que vous allez bien apprécier ce qu'on vous a préparé pour les deux parties de la journée. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Éric Légaré-Roussin. Je suis membre du conseil d'administration de la Société historique de Québec et le rédacteur en chef de la revue Québec-Antia. Je suis également historien et archiviste, accessoirement. Je préside aujourd'hui la table ronde qui s'intitule Québec à la lumière de l'appel d'Évora, l'engagement citoyen entre tourisme et patrimoine dans une ville du patrimoine mondial. Il y a tout juste un peu plus de 25 ans, l'Organisation des villes du patrimoine mondial, OVPM, lançait l'appel d'Évora en faveur d'un développement touristique soucieux de sauvegarder la vitalité et le caractère des villes historiques. Depuis, le tourisme, bien que lourdement affecté par la pandémie, a connu une croissance considérable. Les enjeux d'équilibre entre tourisme, patrimoine et milieu de vie restent fragiles. Le drame survenu à Montréal en mars dernier avec l'incendie et la perte de nombreuses vies d'un bâtiment patrimonial abritant des logements loués illégalement sur Airbnb en est une preuve éloquente. Dans ce contexte, quel rôle joue l'engagement citoyen? Comment assure-t-il la pérennité de ces milieux de vie? Donc, je vous présente les participants de la table ronde. On a ici à l'extrême gauche François Moisan, qui travaille à la Ville de Québec depuis 1995. Il est spécialiste en communication. Il a été conseiller en communication, attaché de presse des maires Jean-Paul Lallier et Régis Labaume et directeur des communications du service de police de la Ville. Il est actuellement conseiller cadre au service de la culture et du patrimoine. Nous avons Alex Tremblay-Lamarche, ici, qui est directeur de la Société du patrimoine urbain de Québec et de l'îlot des Palais. Il est activement engagé dans la diffusion d'histoire de la Ville de Québec depuis une quinzaine d'années. On peut entre autres le lire dans la revue Cap au Diamant et le voir à la barre de La Face cachée, émission de vulgarisation historique diffusée sur les ondes de MaTV. Parallèlement, il poursuit des études doctorales en histoire à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université Laval. Ses recherches portent sur les relations entre anglophones et francophones au Québec et sur l'histoire des élites. Et nous avons M. Serge Villot, qui est assis ici, qui est bachelier en philosophie, architecte et urbaniste émérite. Serge Villot a fait de la consultation privée pendant une quinzaine d'années, puis a œuvré à la Ville de Québec pendant 28 ans à titre de directeur de l'urbanisme, de directeur de la planification, de directeur général et de directeur général adjoint au développement durable. Il a contribué à l'inscription de l'arrondissement historique de Québec sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et il a facilité l'établissement du siège social de l'Organisation des villes du patrimoine mondial à Québec. Son expertise l'a amené à participer à plusieurs missions du Conseil de l'Europe dans différents pays. Entre autres distinctions, il a été reçu en 2018 officier de l'Ordre national du Québec. Il est l'auteur de 3 livres traitant du patrimoine, alors qu'un 4e est en préparation.
Donc, comment ça va se dérouler? Chacun des participants va vous faire une présentation de 15 minutes. Moi, je vais chronométrer pour m'assurer qu'on va rentrer dans les temps et je serai impitoyable. Sachez que les présentations vont être suivies après ça d'une période de discussion avec le public que je vais animer. Donc, nous allons commencer avec M. François Moisan. Merci. Le son est bon? Parfait. Donc, ça fait maintenant 2 ans que je suis arrivé au service de la culture et du patrimoine de la Ville de Québec. Ça a été de prendre en charge tout ce qui entourait le Vieux-Québec. On a après ça appelé ça comme objectif d'améliorer la qualité de vie dans le Vieux-Québec. Donc, on le sait, le Vieux-Québec, c'est un secteur historique qui est un quartier historique reconnu, patrimoine mondial. C'est sa première caractéristique qui fait qu'on lui donne tant d'amour et qu'on a tant d'intérêt, et aussi qu'il y a certaines contraintes liées à ce secteur-là. C'est un lieu de résidence, quand même. Il y a dépendamment de comment on identifie le secteur historique, entre 4 000 et 5 000 personnes qui habitent dans le secteur. C'est un lieu de travail. Il y a 14 000 travailleurs qui se rendent dans le Vieux-Québec, un peu moins probablement maintenant depuis la pandémie à tous les jours, sauf qu'il y a quand même 14 000 personnes qui ont le potentiel de venir tous les jours dans le Vieux-Québec. C'est un lieu d'affaires, d'institutions, d'éducation. Ça, les gens l'oublient un petit peu. Il y a 3 écoles dans le Vieux-Québec, il y a 1 700 étudiants. Et c'est un lieu de fréquentation touristique. Et il y a 50 000 déplacements par jour dans le Vieux-Québec. 80 % de ces déplacements-là se font en véhicule motorisé. Donc, c'est un élément qui devient presque une caractéristique pour un lieu qui a une valeur patrimoniale si importante. Ça ne répond pas vite, je m'excuse. Ouf, bon. Ben, comme je vous ai dit, ça fait 2 ans que je suis arrivé. Mon arrivée correspond avec l'arrivée d'un nouveau régime politique à la Ville de Québec. Donc, la nouvelle équipe a démontré rapidement une très grande volonté d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble des usagers du Vieux-Québec. C'est important ce que je vous mentionne là, l'ensemble des usagers du Vieux-Québec. Je vous ai parlé de l'écosystème. C'est un écosystème qui est complexe. Nous, en priorité, c'est toujours les résidents, sauf qu'en le faisant, on améliore aussi la qualité de tous ceux, visiteurs, travailleurs, qui fréquentent le Vieux-Québec. Dans nos objectifs qu'on s'est fixés dès le départ, c'est de travailler de concert avec les acteurs du milieu, avec les gens qui y vivent, les gens qui y travaillent. Donc, ça a été une volonté exprimée très rapidement. Ça brise le rythme. Donc, dès le départ, quand la nouvelle équipe est arrivée en place, une des premières choses qu'ils ont faites, c'est de nommer une cadre supérieure qui est en charge du dossier du Vieux-Québec. Donc, c'était la première fois que ça se faisait. Donc, on a une fonctionnaire qui prend en charge tout ce qui se fait à travers le Vieux-Québec. On a ensuite relancé la table de concertation du Vieux-Québec. C'est une table qui existait déjà depuis une quinzaine d'années. Je faut vous dire qu'avec la pandémie, les activités de la table étaient un petit peu tombées entre 2 chaises. Puis, il est important de revenir avec une table forte. On a commencé par faire un sondage auprès de tous les anciens membres, auprès des fonctionnaires impliqués, tout ça, pour voir quelle forme ça devrait prendre. Puis, on a pris ces conseils-là pour reformer une table avec à peu près des acteurs similaires, là, des résidents, des commerçants, des représentants des instances publiques, puis des institutions. Ensuite, on a créé un comité directeur. Ça, vous allez dire, c'est du langage de fonctionnaire, mais pour nous autres, c'est important. C'est qu'il y a les directeurs des principaux services impliqués à la Ville de Québec dans les dossiers du Vieux-Québec. Bien, eux autres, on les réunit une fois par 2 ou 3 mois, dépendamment, pour regarder comment avancent les dossiers qui concernent le Vieux-Québec. On a aussi formé un comité de travail avec les fonctionnaires. Ça, c'est une autre étape qu'on n'avait jamais fait, avec les fonctionnaires qui sont impliqués. Donc, on se réunit ensemble et on partage toute l'information qu'on a sur les dossiers à venir. C'est souvent ça, hein, le problème, c'est le partage d'informations de ce qui s'en vient pour qu'on planifie ensemble. Je vous dirais peut-être qu'une des erreurs qu'on a commises, si les gens fréquentent le Vieux-Québec, on a eu 8 chantiers majeurs cet été dans le Vieux-Québec. Puis, ça a donné beaucoup de
problématique pour ceux qui le fréquentaient. Donc, j'aurais dû enlever ça, je vais revenir tout à l'heure avec ça. On n'est pas parti de rien pour commencer à œuvrer pour préparer un plan d'action. Il y a beaucoup de travail qui avait été fait ces dernières années. Ça a amené à des éléments concrets, sauf qu'on a essayé de s'inspirer de l'ensemble de ces documents-là pour pouvoir aller de l'avant avec notre plan d'action. Donc, on avait fait un plan d'intervention pour le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes dans le Vieux-Québec. Ça avait été fait au Québec. On a eu déposé à l'automne l'année dernière la plan Québec à part de la journée de réflexion tourisme autrement dans le Vieux-Québec, uniquement, et les éléments que je vous présente là pourraient être modifiés suite au niveau d'approbation qui reste à venir. Donc, pour ce qui est de la mobilité, on s'est fixé 6 objectifs. Donc, assurer un meilleur partage des voies de circulation, diminuer le nombre de déplacements. Ça fait depuis un an qu'on y travaille. Bien, tout ce qu'on a mis, c'est justement pour améliorer la sécurité des piétons, des cyclistes, l'ensemble des usagers aussi. Donc, ça véhicule motorisé qui pourrait peut-être se stationner en périphérie, peut-être utiliser d'autres moyens pour venir. On améliorerait énormément la fluidité. On veut respecter les principes de conception pour les populations vulnérables, enfants, aînés, personnes à mobilité réduite dans les différents aménagements. Vous remarquerez aussi qu'on a tendance maintenant au bout des trottoirs à mettre des plaques en cuivre, je pense. Je ne sais pas si non pas en cuivre, comme en métal, c'est-à-dire comme pour les manneaux, pour les personnes qui ont de la difficulté à voir. On veut optimiser et mutualiser les espaces de stationnement sur rue et privée afin de maximiser l'espace pour les citoyens et la redynamisation résidentielle. Donc, vous voyez, pour chacun de ces objectifs-là, il y a des actions qui ont été identifiées et pour chacune des actions, il y a des tâches précises qui ont aussi été identifiées. Donc, dans le document complet qui va être présenté, il va y avoir le service responsable et l'échéancier à venir. C'est aussi une première fois qu'on fait ça, puis je peux vous dire que ça nous permet de faire un suivi quand même assez intéressant. Pour ce qui est de l'habitation, il y a une statistique qui est quand même intéressante dans le Vieux-Québec. On a 27% des logements qui ne sont pas occupés de manière permanente par un résident. Donc, c'est un chiffre qui peut surprendre. Ça ne veut pas dire que 27%, c'est l'hôtellerie de courte durée ou quoi que ce soit. Sauf que ce que ça démontre, c'est qu'on a comme un déficit de nombre de personnes qui habitent le Vieux-Québec et qui peuvent consommer dans le Vieux-Québec, ce qui fait en sorte que c'est plus difficile d'attirer des commerces de proximité. Donc, nos objectifs, c'est de favoriser la rétention des résidents permanents, attirer 500 nouveaux résidents permanents, diminuer, comme je viens de vous dire, le pourcentage de logements non occupés par des résidents permanents, puis encourager une mixité des usages résidentiels et commerciaux. Donc, là-dessus, on a 10 actions. Puis on a 37 tâches à venir. Quand je vous parle des actions et des tâches, là, les échéanciers sont entre 2 et maximum 3 ans. Même il y en a qui sont en cours. Il y en a énormément qui sont en cours, je vous dirais à peu près 40 %. Donc, le troisième thème qui est tourisme autrement. Donc, il y a 3 objectifs. Faciliter la cohabitation entre les touristes et les autres usagers du Vieux-Québec. Stimuler un achalandage touristique équilibré en misant sur la gestion des flux des visiteurs. Donc, essayer de, si c'est possible, que ce ne soit pas 5 bateaux qui arrivent en même temps, mais peut-être 3 une journée, puis 2 une autre journée, ce qui facilite la circulation pour tout le monde. Se doter de principes de développement durable pour le Vieux-Québec. On veut, par exemple, on a eu une demande, je ne dirais pas de qui, mais c'était une organisation qui souhaitait avoir un kiosque qui utilisait une quantité d'électricité énorme par rapport à la climatisation aux lumières et tout ça. Puis, ça a été refusé par Parc Canada. Ils sont ensuite allés voir la CCNQ. Après ça, ils sont venus nous voir. Nous autres, on veut que tous nos partenaires ensemble, on ait des critères communs pour s'assurer que si quelqu'un qui fait quelque chose qui ne respecte pas le développement durable, bien, il ne cogne pas à toutes les portes. Puis finalement, il y en a une qui va dire « Oui, on est prêt à vous recevoir ». Ensuite, commerce et services de proximité, on en entend souvent parler, en particulier pour les résidents. Donc, nos objectifs, c'est d'augmenter l'offre de commerce et de services de proximité pour les résidents, soutenir la vitalité commerciale du secteur à l'année,
Donc, ça, c'est un souhait beaucoup des commerçants parce qu'on n'aime pas beaucoup avoir des commerces qui sont ouverts de mai à octobre, puis après ça, ils ferment pour l'hiver. Puis, on veut maintenir un équilibre concernant les différentes activités économiques. Ça, c'est complexe, mais par exemple, est-ce que sur la rue Saint-Jean, on a besoin de 8 crèmeries puis 12 boutiques de bonbons? Les interventions villes sont complexes, mais on y réfléchit quand même parce qu'à un moment donné, ça devient comme on n'a plus de marque de commerce. Puis on veut aussi travailler. Bon, je parlais de la rue Saint-Jean, mais le volet francophone qu'on voudrait essayer de repartir, duquel j'aurais dû vous parler un peu plus dans le tourisme, là, qui est quelque chose sur lequel on veut travailler. Donc, pour terminer, juste pour vous dire que ça fait 2 ans qu'on travaille, même si le plan n'est pas encore déposé. Nous autres, à la Ville, on a quand même commencé, on a mis l'épaule à la roue, puis on a commencé par diverses mesures. On a fait un sondage auprès des résidents sur l'offre alimentaire, un sondage auprès des résidents, des commerçants et des employés sur le stationnement, des consultations sur le projet pilote d'apaisement de la circulation et la participation à divers échanges avec les villes de l'OVPM. Donc, pour nous, c'est important qu'on implique toutes les parties prenantes avant de prendre des décisions. On va continuer, par exemple, le projet pilote d'apaisement, on avait consulté en amont. Là, on va consulter par après pour voir, parce que le maire, je ne sais pas si vous avez entendu la semaine dernière, il a parlé qu'il souhaitait augmenter la piétonisation dans le Vieux-Québec. Un beau défi pour tout le monde. On a bien hâte de voir la suite. Puis vous avez peut-être remarqué que M. Marchand, dans sa mission, je pense que à 3 reprises, le dossier prioritaire duquel il parlait dans la journée, c'était le Vieux-Québec. Donc, pour le et du patrimoine à Québec pendant de nombreuses années. Et elle m'a raconté comment c'est né. C'est assez intéressant. Il y avait une volonté politique à la fin des années 80 de démarrer un centre d'interprétation de la vie urbaine à Québec, le faire à l'Hôtel de Ville de Québec. Et on est venu la chercher alors qu'elle était au musée du séminaire de Québec à l'époque. Et bon, on lui a demandé, est-ce que tu accepterais de gérer cet endroit? Elle m'a raconté effectivement que, bon, au début, oui, elle l'a accepté, mais assez rapidement, on s'est rendu compte que, bon, c'était une patente politique qui, bon, avait des bonnes intentions, mais qui gagnerait à avoir une direction un petit peu plus claire. Du moins, effectivement, c'est ce qu'elle m'a dit. Et bon, elle a dit que ça serait intéressant de créer une société, un organisme à but non lucratif qui rassemblerait des citoyens pour que, oui, il y ait cette volonté politique-là, d'une part, de faire connaître le patrimoine urbain de Québec, mais qui est aussi une direction très claire. Et c'est comme ça qu'est née la Société du patrimoine urbain. Si j'en crois, effectivement, c'est de dire il faut que je poursuive les démarches en archives et il faut aussi que je poursuive les démarches auprès d'autres témoins pour être capable de poursuivre les recherches sur les origines de la Société du patrimoine urbain parce que, bon, moi, je connais ce qui est actuel et c'est ça, je suis à la recherche, effectivement, de ce qui s'est passé par le passé. Donc, il y a vraiment eu cette volonté-là. Et bon, assez rapidement, qui est-ce que ça a attiré sur le CA? D'un professeur d'aménagement du territoire à l'Université Laval, Claude Dubé, une urbaniste de la Ville de Québec, Nathalie Prudhomme, le fondateur, en fait, de la première microbrasserie de Québec, Pierre Turgeon, un archéologue assez important, Marcel Moussette. Et donc, c'est vraiment tous ces gens qui se sont rassemblés ensemble en tant que citoyens avec leur propre bagage et qui ont eu envie de créer une société qui, bon, serait capable de faire vivre le centre d'interprétation de la vie urbaine. Et cette société-là, vraiment, s'est donnée comme mission de mettre en valeur Québec, joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, c'est vraiment, effectivement, l'objectif. Et comme on va le voir, c'est ça, l'organisme a évolué tranquillement, mais il n'a jamais perdu de vue, effectivement, cet objectif de faire connaître la ville. Et bon, cet objectif-là, parfois, a été, comment dire, ça amène, je dirais, la Société du patrimoine urbain à être parfois un peu bicéphale,
parce qu'on lui a confié la gestion de lieux, l'îlot des Palais actuellement, mais par le passé, il y a aussi Bois de Coulanges, il y a eu l'Observatoire de la capitale, il y a eu la Maison Chevalier, il y a eu le Centre d'interprétation de la vie urbaine. Et donc, il y a toujours eu cette volonté-là d'être à la fois dans les lieux dont on nous a confié la gestion, mais aussi d'être hors de ces lieux pour être dans l'ensemble du Vieux-Québec, joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO. On va y revenir tout à l'heure. Pour aller à la diapositive suivante. Et donc, assez rapidement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des expositions qui vont être mises en place, notamment au Centre d'interprétation de la vie urbaine dans les années 90. Et ces expositions-là, eh bien, les lignes directrices, elles viennent en partie de ce groupe de qui sont rassemblés autour de la Société du patrimoine urbain. Et on voit que leurs intérêts qui sont très teintés par, effectivement, bon, leur formation, mais aussi par leurs intérêts, leur profession. Donc, compréhension du territoire et bon, une volonté aussi de vulgarisation de ces questions-là d'urbanisme, d'aménagement du territoire, notamment dans l'exposition par l'enfant, dans laquelle on va demander aux enfants de dessiner leur quartier, de dessiner la ville à vivre. Et donc là, après, c'est possible d'engager un dialogue. Pourquoi est-ce que tu les as dessinés? Pourquoi est-ce que tu ne les as pas dessinés? Également, aussi voir un petit peu, bon, c'est ça, est-ce qu'ils ont dessiné une ville habitée? Est-ce qu'ils ont dessiné une ville qui n'est pas habitée? Et donc, il y a eu ces différents objectifs-là. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que c'est des expositions, comme je disais, qui, bon, sont teintées par les préoccupations des citoyens, mais aussi qui ont une volonté de diffuser certaines informations auprès des citoyens et qui vont influencer un petit peu le devenir de la ville de Québec. Parce que c'est ça, on est vraiment bon dans l'aménagement de parcs, dans la piétonisation, donc des choses qui déjà dans les années 1990 étaient quand même assez visionnaires à l'époque et des processus sur lesquels on travaille toujours. Donc, si on va sur la diapositive suivante, au-delà des expositions qui ont eu lieu au Centre d'interprétation de la vie urbaine, à la Maison Chevalier, dans les 10 autres lieux que la Société du patrimoine urbain a gérés, il y a vraiment eu toujours cette volonté-là d'amener les gens sur les lieux, d'amener les gens dans le Vieux-Québec. Et c'est ce qui nous a notamment amené à développer les géorallies. Le groupe que vous voyez cet après-midi, c'est ce qu'ils sont en train de faire, un géorallye. Donc, on leur donne un GPS et effectivement, on les envoie dans le Vieux-Québec à la recherche de caches. Dans certains cas, des caches camouflage, dans d'autres cas, des caches magnétiques. Les nanocaches ont à peu près la grosseur d'un ongle, fait qu'il faut vraiment chercher comme il faut pour être capable de la trouver. Et bon, on a différents géorallies avec différentes thématiques. On a notamment, Vieux-Québec, patrimoine UNESCO, archéologie. On a également sur la route de la bière qui permet de voir un petit peu l'histoire de la bière à Québec. On a également Vieux-Québec sous la neige. On en a un Château-Palais-Prison qui parle du Château Saint-Louis, qui parle du Palais de l'Intendant. Et on a au temps de la Nouvelle-France, à l'époque, des intendants. Donc ça, c'est les géorallies qu'on a actuellement, mais on en a également eu d'autres par le passé. Et bon, l'intérêt de ça, c'est d'amener les gens à se promener dans le Vieux-Québec et à découvrir le Vieux-Québec. Puis bon, ici, on voit le GPS avec un verre de bière pour le géorallye sur la route de la bière parce que bon, c'était téléphone, les parcours sur téléphone, mais on a plutôt son téléphone intelligent. On se promène dans le Vieux-Québec et on est capable de découvrir ainsi le Vieux-Québec. Donc, c'est quelque chose qui, statue, qui est en hauteur, à laquelle ils n'ont pas porté attention ou de les amener à s'attarder à une plaque. Donc, il y a vraiment cette idée de faire, de s'inscrire dans un tourisme, mais de s'inscrire aussi dans des activités familiales, dans quelque chose d'un peu plus citoyen. Si on va sur la prochaine diapositive, on a également les bornes Circuit Québec qu'on a apposées dans le Vieux-Québec il y a de cela quelques années. Quelques-unes qui sont mal en point, mais il y en a plusieurs qui sont toujours bien en point et qui permettent justement de marcher au Vieux-Québec, d'avoir de l'information sur les lieux.
et d'en savoir un peu plus. La Société du patrimoine urbain de Québec a également développé dans les années 90 l'Archibus, qui est un autobus pour aller à la rencontre du patrimoine et de l'architecture. Et donc, on amenait les enfants et aussi les adultes dans cet autobus et on se promenait dans la ville pour être capable d'attirer l'attention sur différentes choses. Donc, il y a vraiment cette idée de sortir, d'aller vers la ville et tout ça, effectivement, adressé aux citoyens. Si on va sur la diapositive suivante, plus spécifiquement sur l'îlot des Palais. Donc, l'îlot des Palais, peut-être, bref, histoire des lieux, très, très brève. Vous êtes ici, effectivement, dans les voûtes du 2e et 3e palais de l'intendant. Ça a été, le premier centre industriel, je dirais, de la Nouvelle-France. Potasserie, chantier naval, première brasserie industrielle en Amérique du Nord. Donc, c'est quand même un complexe assez important qui, à la conquête, va devenir des casernes, puis par la suite, va devenir une brasserie industrielle de nouveau en 1852 avec l'achat des lieux par Boswell, puis ça va devenir Dow. Et il va y avoir un scandale lié à la bière d'Arles dans les années 60 qui va faire que la compagnie va péricliter à Québec. Et ça va amener des archéologues dans les années 1980 à se dire ce lieu qui est un petit peu en désuétude à l'époque, il faudrait qu'on le fouille. Parce que c'est probablement l'un des sites archéologiques les plus intéressants en Amérique du Nord pour connaître le régime français, l'aventure coloniale française en Amérique du Nord. Et donc, le site va être fouillé pendant plus de 35 ans par l'École d'archéologie de l'Université Laval, qui va découvrir plus de 500 000 artefacts. Et donc, dès le début, on se rappelle tout à l'heure, j'ai parlé de Marcel Moussette, qui était sur le CA de la Société du patrimoine urbain. Dès le début, il va y avoir une volonté de rendre les lieux accessibles. On voit une photo des fouilles dans les années 1990, et ce sur quoi je voulais surtout attirer votre attention, c'est qu'il y a une passerelle. Et la passerelle, effectivement, elle a été installée pour que les gens puissent marcher au-dessus des fouilles. Donc, ça a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, c'est devenu un petit musée, comme c'est aujourd'hui. Puis, il y a eu une volonté d'en faire, je dirais, le Pointe-à-Calière de Québec, vraiment de construire une structure au-dessus du premier palais de l'intendant. Et puis tout ça, effectivement, imaginé en partie par le pouvoir politique, mais aussi par les citoyens derrière la Société du patrimoine urbain de Québec. Et donc, là, on voit le projet, c'est une couverture du soleil qui date de 2007, si je ne m'abuse. Et malheureusement, le projet ne s'est jamais fait, plus cher que prévu. C'est un projet qui était cher à la défunte mairesse Boucher. Et lorsqu'elle est décédée, il y a eu des dépassements de coûts et la nouvelle administration a laissé le projet de côté. Et donc, pendant les travaux qui devaient mener à l'ouverture, l'endroit avait fermé et ça a réouvert par la suite, toujours effectivement à l'initiative des citoyens et également de la ville, parce que l'endroit appartient à la ville de Québec, mais effectivement, on en confie la gestion à les citoyens. Si on va sur la diapositive suivante, je disais une volonté de s'inscrire dans la ville, ça c'est d'aller à la rencontre des gens. Donc, par exemple, c'est un petit exemple récent, lors du Festival des brasseurs et maîtres artisans de Québec en août dernier, on a été et ça, c'est le quiz qu'on a publié dans le journal. Puis, on avait un partenariat avec eux pour que c'est ça, ils parlent un petit peu de l'îlot des Palais, de la Société du patrimoine urbain de Québec, en distribuant la carte 20 % de rabais dans chacun des verres qui étaient donnés. Donc, il y a vraiment une volonté de faire sortir le musée, de faire sortir aussi l'interprétation du patrimoine des lieux et d'aller à la rencontre de différents publics. Et donc, en conclusion, la dernière diapositive. Hop. Donc, comme je l'ai mentionné, la Société du patrimoine urbain de Québec, oui, est née d'une certaine volonté politique de la part de la Ville de Québec, mais également d'une initiative citoyenne. Ce sont des divers citoyens, principalement en milieu d'aménagement, qui se sont rassemblés ensemble pour être capables de parler de territoire, parler de patrimoine, parler effectivement de la ville. Et ça les a amenés effectivement à vouloir amener les gens au musée, amener les gens au centre d'interprétation en développant différentes expositions qui témoignaient effectivement de leurs intérêts, qui sont à la fois des intérêts, je dirais, d'historiens, de spécialistes du patrimoine, d'aménagistes, mais aussi de citoyens. Hein, on se rappelle la piétonisation, on se rappelle les parcs, etc. Et aussi d'amener le musée aux gens. Donc, d'amener l'interprétation du patrimoine un peu partout dans la ville via les géorallies, via également les parcours sur téléphone, mais via toutes les activités qui sont faites en dehors des lieux. Et donc, c'est ça, il y a vraiment une volonté d'offrir une médiation de Québec, Ville du patrimoine mondial de l'UNESCO, in situ,
et effectivement dans l'ensemble de la ville. Donc, un grand merci pour votre attention. Avec M. Serge Guillot. Est-ce que ça fonctionne, le micro, là? Oui? Parfait. Merci. Malheureusement, je n'ai pas de PowerPoint. Alors, moi, j'interviens au nom de l'Organisation des villes du patrimoine mondial et de son secrétaire général, Michael Dethize. Il m'a demandé de le remplacer parce qu'il n'était pas disponible aujourd'hui. En tant qu'ancien fonctionnaire municipal impliqué dans la création de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, j'ai pu assister à sur les 15 colloques, 15 ou 16 colloques qui ont eu lieu depuis la fondation. Il y en a un à tous les 2 ans. J'ai dû assister à peu près à une dizaine de ces colloques-là. Et j'essaie de résumer dans un texte ce qui ressort vraiment de la participation des villes du patrimoine mondial à ces colloques et comment ils ont valorisé, je dirais, l'habitabilité des lieux, des secteurs qui sont désignés comme patrimoine mondial. Alors, j'ai appelé ce texte « Rester habitable et vivante ». Tel est l'objectif premier recherché par les résidents des villes du patrimoine mondial. Une ville et un quartier, ou un quartier, quand il s'agit généralement d'un quartier, dans une ville, c'est rare que la ville au complet, à part Cusco, c'est toute la ville de Cusco qui est désignée patrimoine mondial, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, subit, comme tout autre quartier d'ailleurs, d'importantes pressions de développement, pression d'usage, pression de fréquentation, pression de densification, de bien-être, voire de dénaturation. Parce que plus il y a de la pression, plus le cadre urbain a tendance à se modifier, et souvent dans la mauvaise direction. Si on laisse aller, si on n'intervient pas, si on ne recherche pas, on ne recherche que l'apport économique à court terme, les transformations négatives se produisent rapidement. Elles font boule de neige. Il est donc nécessaire, voire impérieux, que les résidents et les autorités instaurent une veille constante et interviennent en permanence pour maintenir la vitalité, l'habitabilité, la qualité de vie, le bon état des structures bâties et des espaces extérieurs. Bref, pour conserver, voire renforcer le caractère urbain de ce quartier, son intégrité, son authenticité. Tout seul, des efforts constants de toutes les parties impliquées sont requis et des appuis financiers sont nécessaires aussi. Ce que les résidents de ces quartiers historiques recherchent n'est pas différent de ce que les résidents des autres quartiers non historiques ou dits résidentiels recherchent aussi, soit un milieu de vie sécuritaire, pas toujours possible dans des environnements centraux comme les centres-villes, apaisé, adapté aux conditions de la vie moderne. Là aussi, il y a tout un défi. Facile d'accès, où les services et les commodités existent et sont aisément accessibles. Ils souhaitent aussi que le cadre urbain soit protégé, en bon état et exempt d'intrusions disproportionnées ou en contradiction avec le caractère urbain spécifique du secteur. Sauf que l'affluence touristique, inéluctable et en croissance partout, bien que souhaitable et économiquement rentable, si elle n'est pas contrôlée et limitée, va transformer ces quartiers au point de leur faire perdre leur qualité résidentielle intrinsèque. Au fil des ans, ces milieux ont eu tendance à se vider de leurs résidents pour de multiples raisons. D'abord, perte de tranquillité, augmentation du bruit ambiant, souvent durant le soir et la nuit, puis difficulté d'accès, congestion, absence de place pour garer les voitures,
s'ajoute la perte des commerces de proximité, François en a parlé tout à l'heure, l'éloignement des écoles, le besoin d'espaces verts, de jeux pour les enfants. Sans négliger les difficultés ou le coût élevé pour transformer les résidences, ça c'est un des gros problèmes qu'on vit actuellement, même dans le Vieux-Québec. Transformer les résidences aux exigences et au goût du jour, les normes trop sévères ou les travaux trop coûteux. Parfois aussi, ces secteurs, à cause de leur caractère photogénique, ont été choisis pour tenir des événements de grande envergure, au détriment de la qualité résidentielle. Le Carnaval d'hiver de Québec ou le Festival d'été ont finalement quitté le Vieux-Québec. Heureusement, ils n'avaient plus leur place. L'affluence était devenue trop importante. Et on peut parler aussi du Red Bull Crash Test, heureusement disparu. Il était vraiment trop intrusif. Pourtant, ce sont des milieux exceptionnels, au caractère urbain très attractif, du moins pour une population particulière, de plus en plus nombreuse d'ailleurs, qui aime la vie urbaine, de plus en plus soucieuse de sa qualité de vie, toujours attentive à sa protection, au respect de ses caractères, à l'amélioration constante de son habitabilité. Personnellement, j'ai étudié dans le Vieux-Québec pendant près de 10 ans. J'y ai travaillé pendant plus de 30 ans, puis je l'ai habité pendant 23 ans. Alors, je l'ai vu évoluer de fond en comble à partir du moment où on a commencé à penser en 1970 avec le plan qu'on appelait le plan de réaménagement du Vieux-Québec qui avait été fait par un groupe de spécialistes en 1970. Ça a donné le coup de départ de toute la transformation du Vieux-Québec jusqu'à aujourd'hui et ça lui a permis justement d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Alors, comment faire pour ces quartiers qui sont dits nécessairement fragiles? Ce sont tous des quartiers très fragiles. Il faut donc s'attaquer à tous les aspects, mais dans le respect de la réalité historique, avec modernité aussi, c'est pas facile ça, mais avec subtilité et compatibilité. Prioritairement, revaloriser la fonction résidentielle, attirer une population plus diversifiée et une plus grande mixité générationnelle, s'adapter donc à la nouvelle démographie. Transformer en logement des espaces commerciaux ou industries déclassées. Il y en a beaucoup dans ces environnements anciens-là. Établir de nouvelles normes. On en a fait beaucoup dans le Québec. Là, si vous regardez tous les entrepôts qui ont été transformés en résidences, c'est quand même assez exceptionnel. Établir de nouvelles normes pour ajuster les logements existants aux prescriptions actuelles. Ça, on a beaucoup de demandes à cet égard-là. Il faut transformer les cuisines, ajouter des salles de bain, etc. Donc, il faut adapter le cadre bâti aux exigences modernes. Établir de nouvelles normes pour ajuster les logements existants aux prescriptions actuelles, bien sûr. Être très sélectif sur le zonage commercial. On y reviendra tout à l'heure un peu. Éviter les trop grandes surfaces. Restreindre les tendances à la concentration des commerces de restauration et de souvenirs. Ça, c'est une plaie. Ceux qui connaissent un peu Carcassonne, c'est de... Privilégier l'accès piétonnier, conditionner l'accessibilité automobile pour les résidents et les commerçants, contraindre l'accès des véhicules lourds et des autocars touristiques. On a commencé à faire ça dans le Québec maintenant. Ça a été une engeance pendant de nombreuses années. Inciter, voire appuyer financièrement l'installation de commerces et de services de proximité. Ça, c'est le plus gros problème du Vieux-Québec. Comment attirer des commerces de proximité. J'espère que le dossier de Charlevoix va se poursuivre. Parce qu'il y a un beau projet pas très loin sur la rue Charlevoix à cet égard. Bref, mettre beaucoup d'emphase et de ressources sur la qualité de vie résidentielle et limiter la tendance à la prolifération de commerces strictement touristiques.
Il existe des techniques quantitatives de zonage qui peuvent être appliquées. On en a utilisé beaucoup ici, d'ailleurs du Québec, et dans d'autres villes, ça se passe exactement de la même façon. Les arrondissements historiques sont généralement des milieux denses, minéraux, aux rues étroites et où les espaces de verdure sont restreints et même étriqués. Pourtant, un quartier résidentiel vivant en a un réel besoin, de plus en plus d'ailleurs. On veut verdir sans dénaturer, on peut verdir sans dénaturer le caractère minéral. Ainsi, doit-on reconstruire tout terrain vacant ou rendu vacant par la suite d'un incendie? Ce n'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Exemple, le parc Montmorency, c'est un parc qui a été développé après l'incendie du Parlement, donc on n'a pas voulu reconstruire le Parlement à cet endroit. Mais on vient de construire aussi un ensemble résidentiel de haute qualité, le projet McWilliams, c'est ça? Un projet un ensemble résidentiel de très haute qualité dans un grand espace de stationnement qui avait été occupé comme un stationnement commercial pendant une dizaine d'années. Et c'est vraiment exceptionnel comme intervention. 2 colloques de l'OVPM sont inspirants à cet égard. Le premier, c'est celui de Jeonju en République de Corée en 2017, qui avait comme thème patrimoine et communauté, des outils pour impliquer les communautés locales. Alors, de l'ensemble des discussions, on peut relever les éléments suivants. Les citoyens ont un droit. Ils doivent être impliqués. C'est ce droit qu'ils manifestent souvent. On se doit de tenir compte de leur opinion. La participation citoyenne doit être un processus continu et fonctionner de manière bidirectionnelle. Ville, citoyen, citoyen, ville. Donc, il y a un échange à cet égard. Les citoyens manifestent une fierté indéfectible vis-à-vis de leur quartier. La participation citoyenne fait prendre conscience de dimensions que les spécialistes oublient ou occultent. Et là, j'en prends pour mon rhume, là, avec cette remarque. On doit apprendre à construire la ville avec la communauté. En tenant compte de l'opinion des citoyens, on cristallise l'âme de la ville. Il y a une relation interactive entre la qualité des espaces publics et l'état des propriétés privées. Il y a donc une synergie à maximiser. Par ailleurs, le dernier colloque qui a eu lieu en septembre dernier, en 2022, ici à Québec, qui avait pour thème « Améliorer la qualité de vie », a fait apparaître un certain nombre d'éléments intéressants et d'exemples plus concrets. Par exemple, Strasbourg a un programme pour la plantation de 10 000 arbres et la végétation des cours d'école. Donc, quand on parle de végétaliser un espace minéral, il y a de la place pour ça, effectivement. Bordeaux souhaite renaturer la ville, même esprit, et adapter le patrimoine, car simplement le maintenir ne suffit plus. Ce qu'on disait tantôt, l'adapter à la vie moderne. Luxembourg veut rétrécir certaines rues pour contraindre la densité de la circulation, problème aussi à Québec, et cherche une solution pour intégrer des panneaux solaires. Et on en a entendu parler beaucoup de ces panneaux solaires. Comment intégrer des panneaux solaires dans un environnement historique comme ceux-là? Ce n'est pas évident, mais je pense qu'il faut trouver une solution. C'est même interdit à Québec. Hein? Bon, regardez. Cordeau veut verdir ses espaces vacants, toujours le verdissement, et cherche aussi une solution pour intégrer les panneaux solaires, encore une fois. Bon. Elle souhaite préserver, voire augmenter les patios fleuris caractéristiques de cette ville. C'est une excellente chose. Dubrovnik limite à 2 le nombre de bateaux de croisière présents en même temps. Ici, des fois, on en a 6. Le gros, c'est 5 souvent. 5 souvent, c'est arrivé. Les autocars qui vont à Dubrovnik doivent réserver selon un horaire prédéterminé. Des cartes d'accès sont fournies avec des plages horaires pour les musées. On prévoit des avantages pour maintenir et introduire les petites boutiques. Bruges interdit tout nouvel hôtel. C'est assez exceptionnel pour une ville comme Bruges. Bruxelles cherche une solution pour réoccuper les étages vides au-dessus des commerces.
Il y en a encore pas mal à Québec, sur la rue Saint-Jean, par exemple. C'est difficile de réoccuper des espaces d'une rue commerciale comme ça. Xochimilco, quartier sud de Mexico, interdit les grandes chaînes. Quand on voulait donner tout à l'heure un caractère particulier au Vieux-Québec, là, il y a quelques éléments ici intéressants. On ne permet donc à Xochimilco que des marchés locaux. Vilnius a établi des règles pour rendre les rues plus conviviales, bien sûr. Et Wilhelmstad, capitale de Curaçao, a mis en place un programme rue par rue pour améliorer celle-ci et les bâtiments les bordant, tout en y intégrant des œuvres d'art partout. On garde aussi en tête les efforts considérables que les autorités de Venise, sous la pression des résidents, ont fait pour limiter le nombre de navires de croisière présents en même temps dans la lagune. C'était devenu une engeance terrible. Et pour mieux faire profiter la communauté de l'importante affluence de visiteurs, on vient d'instaurer une taxe spéciale pour ces visiteurs. On note une grande constante dans tous ces exemples, c'était pour qu'ils rencontrent les desiderata formulés par les citoyens, pour que ceux-ci occupent et réhabilitent les lieux en les laissant revivre pleinement pour éliminer toute forme de congestion, pour mieux répartir l'influence sur le territoire. Et pour domestiquer la circulation et améliorer l'accessibilité, pour verdir le milieu ancien et le rendre davantage convivial. Et cela peut facilement se faire sans dénaturer le patrimoine, sans contredire les conditions essentielles que l'UNESCO impose aux villes du patrimoine mondial, soit la protection de l'intégrité et de l'authenticité du patrimoine. Alors, la participation citoyenne est de plus en plus généralisée dans les villes du patrimoine mondial, dans toute ville ancienne ou plus récente d'ailleurs. Elle est essentielle compte tenu des contraintes que les obligations de protection imposent. Elle entraîne la fierté et le respect, elle nourrit le sentiment d'appartenance, elle renforce l'esprit du lieu. Les résidents et les résidentes, en concertation avec les autres utilisateurs, sont finalement les gardiens de ce patrimoine ancien. Oui, j'ai bien dit, c'est parfait, c'est parfait. En fait, de tout patrimoine, bâti quel qu'il soit, qui empêcheront les excès et les interventions inappropriées, qui trouveront des solutions pour le faire vivre et revivre. Il doit donc devenir un projet communautaire. Car tout citoyen est aussi valeur patrimoniale en interaction avec son propre milieu. Il doit devenir non seulement le défenseur du patrimoine qu'il habite, mais le porteur de sa propre valeur. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous trois. On va passer à une période. Oups. Alors, on va passer à une période de questions. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle ou même sur Internet qui auraient des questions pour commencer? Oui. Vous avez parlé beaucoup d'orientation dans les études, mais des tâches. Comment sont distribuées les tâches? À qui on fait? Parce que c'est le travail qui est souvent là. Oui, c'est ça, je fais. Donc, on vient de me demander comment sont distribuées les tâches. Bien, nous autres, on a identifié à partir des actions. Donc, c'est à ce service-là de répondre aux besoins qui est accomplir la tâche et dans un délai qui est connu et partagé. Donc, c'est vraiment, c'est les fonctionnaires de la ville. Ça peut être des fonctionnaires de la ville, ça peut être Destination Québec Cité. On peut aussi avoir d'autres instances comme le ministère de la Culture et des Communications qu'on peut interpeller sur certains des dossiers, mais on a vraiment identifié qui, et ça, c'est important pour nous. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte le chapeau. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable, et c'est pour ça qu'on a identifié le service ou l'instance qui va être responsable. Ben, j'aurais une question, sinon. On a parlé tantôt justement que le Vieux-Québec, c'est un milieu touristique, c'est un milieu historique, c'est aussi un milieu politique, qui est aussi, c'est un patrimoine pour la Ville de Québec, puis même pour le monde aussi.
Je me demandais là-dedans, les citoyens, c'est quoi l'espace qui leur reste un peu pour définir leur propre quartier, pour définir leur propre identité, leur propre communauté? Parce qu'on s'entend qu'il y a quand même déjà il y a une grosse espace. Est-ce qu'il leur reste de la place justement pour s'exprimer puis exprimer leur identité? Ben, moi, je dirais qu'il leur reste de la place, puis qu'on voudrait qu'ils en prennent encore plus. C'est dans le sens que si on est capable de ramener des résidents permanents, mais plus de résidents, c'est justement parce qu'on pense qu'ils méritent une place. Cette place-là, ben, M. Viau a vécu longtemps, j'ai vécu dans le Vieux-Québec. Quand on y est, on l'apprécie. Sauf qu'il y a eu dans le balancier, là, il y a eu un petit peu un débalancement, si je peux m'exprimer ainsi. Je peux ajouter quelque chose? Parce que je laissais tomber ce bout de texte. Désolé. Non, c'est parce que ce que je voulais dire à propos du Vieux-Québec, je ne voulais pas trop parler du Vieux-Québec parce que je savais que François en parlerait beaucoup. Mais dans le Vieux-Québec, ils ont ravivé l'espèce de. Il y avait une division du Vieux-Québec quand je suis un an auparavant. Prise de conscience du patrimoine, on a élargi cette division-là à tout le patrimoine de la Ville de Québec, puis finalement, on lui a fait disparaître son vrai nom. Et là, je conçois qu'elle est revenue. Là. Elle est revenue, on a une personne responsable, donc c'est vraiment... Ah, d'accord, OK. Il y a deux choses. D'abord, la table de concertation dont François a parlé tout à l'heure, qui est une chose assez importante parce qu'elle regroupe une trentaine d'intervenants du Vieux-Québec, des hôteliers, des commerçants, des institutions publiques, incluant l'OVPM. Ça, premier élément. Donc, c'est une table plus globale qui vient discuter des problématiques du Vieux-Québec. Mais il y a aussi un comité de citoyens qui est, depuis des décennies, extrêmement actif, extrêmement revendicateur et qui a été à l'origine de beaucoup d'intervention publique parce que, justement, ils pressaient la ville de toutes parts. Et puis, il y a un conseil de quartier, il faut le dire aussi, un conseil de quartier qui comprend le Vieux-Québec et la d'une certaine façon, et où les membres sont élus par les citoyens et qui a le mandat de discuter de tous les nouveaux projets qui peuvent arriver dans le Vieux-Québec, ainsi que de toutes les modifications aux réglementations qui s'y appliquent. Alors, c'est quand même des implications de la part des citoyens qui sont assez importantes pour le Vieux-Québec, mais ce genre de choses-là existe dans beaucoup, beaucoup d'autres villes du patrimoine mondial, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire cette espèce de prise de conscience, puis de prise en charge par les propres citoyens. Merci. Je rajouterais peut-être juste avant que sur la question de la place que les citoyens peuvent prendre, il y a un enjeu aussi qui est le temps dont disposent les citoyens eux-mêmes. Là, ici, je parle avec différentes casquettes. Bon, je suis sur mon conseil de quartier dans la cité universitaire. J'ai également été président de la Société historique de Québec. Et bon, partout, ce que je vois, c'est il y a un enjeu pour recruter des citoyens. C'est ça, recruter des bénévoles. Ça ne va pas nécessairement de soi, effectivement, que les gens s'engagent dans ces organismes-là. Il y a des tables qui sont créées par les instances, il y a des groupes qui sont là pour effectivement donner leur opinion, des structures qui existent, mais les citoyens ne viennent pas nécessairement vers ces structures-là. Et bon, la semaine passée, j'étais au congrès de la Société des musées du Québec et bon, je discutais avec des collègues françaises et belges là, qui étaient du côté un petit peu politique, qui disaient, bon, avant, il y avait des organismes qui existaient où on était capable d'avoir des citoyens qui étaient engagés. La pandémie a effectivement tué certaines de ces initiatives-là. Puis maintenant, quand on a des tables de concertation citoyenne, bien, dans certains cas où ça devrait être des citoyens simplement qui y viennent, bien, il faut les payer pour qu'ils acceptent de venir et qu'on ait effectivement bon, des gens qu'on soit capable de consulter. Donc, je pense qu'il y a aussi, particulièrement au Québec où il y a une pénurie de main-d'œuvre, où l'engagement citoyen est peut-être dans certains milieux plus aussi naturel qu'il l'a été à une certaine... comment effectivement amener les gens
dans ces organismes-là. Je pense que c'est un enjeu. Puis comment amener aussi les gens à s'engager dans leur quartier. Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que bon, c'est pas mal toujours les mêmes personnes assez cultivées qui ont des revenus qui leur permettent de s'engager, qui prennent la parole et que, bon, ben, il y a toute une partie de la population qu'on entend moins. Je pense que c'est des enjeux qui, bon, sont présents dans le Vieux-Québec, mais sont présents également ailleurs. On va prendre le micro pour ceux qui en ont besoin. Là. Dans le fond, ma question est plus au niveau de l'exemple. Est-ce que ce qui se fait dans le Vieux-Québec va servir aussi d'exemple dans les autres quartiers, comme mettons à Sainte-Foy ou au Très-Carré dans Charlebourg? Tu sais, Sainte-Foy, présentement, est en transformation incroyable depuis une quinzaine d'années. Avec les nouvelles tours à bureaux, il y a quand même une question de conservation de patrimoine là, comme il y en a une aussi au niveau du Très-Carré à Charlebourg. Donc, est-ce que justement celle du Vieux-Québec, l'exemple du Vieux-Québec peut servir à ces quartiers-là aussi, même si c'est plus récent? Bien, je serais porté à vous dire qu'on a des façons de faire communes pour chacun des arrondissements historiques de la ville. C'est sûr que le cas qu'on parle présentement, il est particulier dans le Vieux-Québec parce que c'est un milieu de vie qui est vraiment, vraiment différent des autres secteurs historiques de la ville. Sauf que, par exemple, vous en avez peut-être entendu parler, on a des normes plus sévères maintenant pour la protection des bâtiments. On en a perdu assez. Fait que là, je peux vous dire qu'on a 10 dossiers. On ne peut pas en parler, là. On a 10 dossiers en cours présentement pour des arrondissements historiques de la ville. C'est sûr qu'un plan comme celui-là, ça ne s'applique pas, admettons, si on parle d'autobus touristique, c'est plate à dire, mais à Sillery, il y en a un petit peu moins. Donc, c'est certain que ça ne s'applique pas mur à mur. Sauf qu'il y a des éléments qui touchent l'ensemble des secteurs historiques de la ville. Puis, on peut s'inspirer, ça part toujours du Vieux-Québec d'une certaine façon pour le faire ailleurs. Sans oublier d'ailleurs que, outre le Vieux-Québec, arrondissement historique, il y a aussi 3 autres arrondissements historiques sur le territoire de Québec. Alors là aussi, les normes sont pas mal plus sévères. Puis si on veut garder le caractère du Très-Carré de Charlebourg ou de l'avenue, il y a des efforts à faire considérables à cet égard-là aussi. Ben oui, parce que les autres entendent aussi. C'est pas juste ça. OK. D'abord, merci à tous pour vos présentations. Ma question, en fait, et je rebondis sur celle d'Éric concernant l'espace citoyen. En fait, au-delà des instances, je pense qu'il y a qui est important, autrement dit, aussi, et de l'intégration, autrement dit, dans la démarche, autrement dit, de la rédaction d'un plan, puis je m'en vais vers le représentant de la ville, en fait, parce que la question, puis on l'a vécu, même M. Liu s'en rappelle peut-être, la politique du patrimoine il y a quelques années, on avait, dès le départ, fait différents cycles de consultation, autrement dit, pour arriver au résultat. Donc, la question, je pense, qui est importante, non seulement des instances, mais aussi quel processus, autrement dit, on fait pour intégrer justement cette participation citoyenne tout au long de la démarche, de la construction du plan. Fait que donc, la question, c'est ça, c'est quoi l'espace dans cette construction-là, de ce plan-là? Bien, c'est certain que tout le long du processus de préparation du plan, on a travaillé avec le conseil des quartiers, les représentants du conseil des quartiers, on a travaillé avec les représentants le comité citoyen du Vieux-Québec. Donc, ils font partie prenante et même les 2 membres étaient dans les 4 sous-comités, donc ont eu leur mot à dire dans les 4 sous-comités. Donc, c'est vraiment, c'est les membres les plus actifs de la table de concertation. En fait, pour nous autres, ils représentent la voix un peu des citoyens, mais pas seulement eux. Comme on a dit, on fait beaucoup d'efforts de sondage et de consultation pour pouvoir déterminer nos actions. C'est une façon d'impliquer. À part ça, je vous dirais que le plan final, ce qu'on va faire d'ici qu'il soit adopté n'est pas encore déterminé. On est en train de réfléchir à cet effet-là. Ça pourrait inclure aussi, dépendamment, ça pourrait peut-être inclure aussi une participation citoyenne. Merci pour votre présentation. Une question rapide. On sait que certaines villes ont perdu leur statut de patrimoine mondial. Est-ce que le statut de la Ville de Québec est en péril? Aucunement. D'abord, il est le siège de l'Organisation des villes du patrimoine mondial.
Ça aide un peu. Non. Il y a eu des contestations à un certain moment donné. Je me souviens très bien d'une plainte qui avait été déposée auprès de l'UNESCO. De ça. Sauf que c'est une réflexion qu'on a par rapport à qu'est-ce qui est le Vieux-Québec, comment le définir, puis comment l'expliquer aux gens. On essaie de faire quelque chose, on s'est mis en contact avec une mobilisation de ville qui est un réseautage d'organismes communautaires. Peut-être qu'avec ça, on va réussir à ramener de l'intérêt de ceux qui se sentent à part. Mais c'est au tout début, ça fait seulement quelques mois qu'on est en rapport avec eux. C'est un travail de longue haleine, mais constant. Il ne faut jamais lâcher prise parce que un milieu comme ça se transforme très rapidement à cause de sa valeur monétaire. Hein. C'est quelque chose c'est un risque qu'on prend parce que une fois que la valeur a tellement augmenté que les citoyens se sentent exclus d'une certaine façon, c'est là que les transformations vont arriver, que toute l'authenticité ou l'intégrité va se perdre. Donc, il y a une vigilance constante. Puis, dans les villes du patrimoine mondial, c'est un peu le sens de ma présentation, les citoyens sont ultra importants à cet égard-là. Ce sont les gardiens de leur milieu. Alors, donc, il faut compter sur les citoyens. Autrement, on n'y arrive pas. Je vais poser une question à mon tour. Les sociétés d'histoire sont présentes dans le Québec depuis longtemps. Elles veulent s'impliquer généralement, mais pour eux autres, ils ont énormément de difficultés à voir comment ils peuvent rentrer quelque part. On sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut faire, mais qu'est-ce que vous pourriez dire que les sociétés d'histoire pourraient faire pour pouvoir faire leur implication qu'ils veulent faire ou comment ils devraient s'impliquer? J'aimerais pouvoir répondre à cette question, M. Vallée, mais je n'ai jamais eu de réflexion à cet effet-là. Donc, c'est difficile pour moi. C'est plus ma collègue Caroline Aude au bureau qui serait plus en mesure, mais de mon côté, c'est un volet sur lequel je n'ai pas travaillé jusqu'à maintenant. Désolé. Moi, j'aurais peut-être envie de dire en tant que c'est que bon, c'est ça. D'un côté, on a effectivement des jeunes. On se rend compte dans les sociétés d'histoire, il y a souvent un trou qui est le trou genre des, mettons, 30 à 50 ans où il y a peu de monde. Mais chez les plus jeunes, ben, l'enjeu, c'est le temps. C'est quoi le temps que j'ai, que je mets dans mes études, que je mets dans le début de ma carrière, que je mets dans l'établissement de ma famille, puis que je mets aussi dans ces engagements citoyens-là. Et bon, ben, c'est ça, la question que je me pose, c'est est-ce que ce qui se passe actuellement en Belgique où on commence à monétiser la participation citoyenne, qui est une pente glissante, mais qui pourrait peut-être effectivement permettre à des gens qui sont peut-être moins fortunés de participer, ça pourrait être une idée. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de donner davantage de moyens financiers aux sociétés d'histoire pour qu'elles puissent participer davantage au débat public? Parce que bon, ben, je l'ai vu aussi pour travailler dans un organisme, dans un organisme de lobby. Ben, quand effectivement on a les reins assez solides, on est capable d'envoyer des communiqués de presse lorsqu'il se passe quelque chose. On est capable également de réagir à l'actualité, d'être présent dans les médias et bon, de devenir un acteur particulièrement important. Mais quand on est un citoyen ou quand on est une société d'histoire puis qu'on n'a pas nécessairement tous ces moyens, eh bien, c'est compliqué. Puis je pense que, bon, si la ville veut avoir davantage de citoyens qui participent dans ces instances, il faut donner davantage de moyens à ces citoyens-là, puis à ces sociétés d'histoire et à ces différents groupes que sont aussi les conseils de quartier. Bon, oui, effectivement, on a un financement du côté des conseils de quartier, mais c'est ça, il est assez bien encadré, ce qui est une bonne chose, mais c'est ça qui limite quand même les possibles et qui limite aussi, bon, et il est limité. Et donc, ça limite aussi ce que le conseil de quartier peut faire. Parce que, bon, tous les gens qui s'y engagent, ben, ils ont d'autres choses sur le côté. Et si, effectivement, ben, il y avait davantage de moyens, ben, il y aurait peut-être moyen d'avoir une permanence ou d'avoir une personne qui travaille à tout le moins à temps partiel, qui rassemblerait ses citoyens, ses bénévoles, puis qui rendrait effectivement la force de frappe plus efficace. Donc, moi, c'est une piste de solution que j'ai envie de proposer, qui, oui, effectivement, est financée
financière. Mais voilà. D'abord, merci pour vos présentations. Moi aussi, je suis une partisane des sociétés d'histoire et je me souviens que dans des mémoires qui ont été présentées par la Fédération, on proposait, par exemple, qu'à la CUCQ, on intègre des gens, des groupes, des associations de citoyens et des sociétés d'histoire, justement. La CUCQ qui prend des décisions qui peuvent être dramatiques pour le patrimoine, qui peuvent être favorables aussi de temps à autre aussi, là. Mais ce serait peut-être, en tout cas, moi, c'est la question que je pose. Est-ce que c'est possible, ça, d'intégrer à différents niveaux décisionnels des citoyens qui s'impliquent dans des organismes qui ont la mission de défendre le patrimoine? Et moi, je vous dirais, ça dépasse vraiment, mais là-dessus, parce que, tu sais, il y a toujours quelque chose, il faut faire attention. C'est à partir du moment qu'on rentre telle catégorie, où est-ce que j'arrête? Pourquoi lui? Pourquoi pas lui? Pourquoi lui? Pourquoi pas lui? Ça aussi, c'est délicat. Puis je veux dire, comme la CUCQ, c'est très régi et tout ça. Donc, si vous me dites, est-ce que c'est possible? Je vous dirais oui. Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas vous répondre à ça, là, vraiment. Puis bon, là, je vais peut-être mettre un peu de sable dans l'engrenage, mais pourquoi pas. J'aurais envie de dire aussi que, bon, c'est pas nécessairement tout le monde qui est égaux parmi les citoyens puis parmi les sociétés d'histoire. Dans certains cas, il va y avoir des gens qui, bon, possèdent une expertise quand même assez pointue parce que, bon, ils sont là depuis plusieurs générations et qui ont un patrimoine immatériel, mais qui n'ont pas nécessairement, effectivement, bon, les études à côté qui, bon, peuvent permettre de conceptualiser tout ça. Mais ces gens-là sont précieux parce qu'ils sont porteurs d'une mémoire et que cette mémoire-là doit être entendue. D'autre côté, bon, des citoyens qui, bon, vont avoir une formation professionnelle dans le domaine et qui vont être particulièrement précieux aussi. Dans certains cas, ces gens-là arrivent d'ailleurs et, bon, s'installent, mais arrivent avec une formation. Puis dans d'autres cas, je dirais qu'il y a des citoyens qui, bon, n'ont pas nécessairement, c'est ça, ne sont pas nécessairement là depuis longtemps, n'ont pas nécessairement de formation, mais sont bien intentionnés. Et donc, est-ce que ces citoyens-là, leur place serait sur des comités plus techniques, alors que, bon, oui, ils sont bien intentionnés, oui, ils sont porteurs d'une volonté populaire, mais ils n'ont peut-être pas nécessairement les connaissances nécessaires pour siéger sur des comités de démolition, des comités, etc. Et donc, à un moment donné, effectivement, comment créer quelque chose qui tienne compte que le citoyen n'est pas un, mais effectivement, ben, il existe différents modèles de citoyens. Tu sais, c'est compliqué. On a une autre question? Ah non, c'est pour les gens de l'extérieur. Ah, ben, excuse, OK. Alex, j'aurais une question pour toi. Là. Je bifurque un petit peu du sujet, mais tu as mentionné un projet qui a été un échec. Et je me demande la motivation. Qu'est-ce qui arrive aux citoyens, les participants, quand ils font partie d'un projet, qui sont mobilisés, puis là, à un moment donné, ça tombe à l'eau. Avoir eu l'expérience, je peux dire des fois qu'on perd du monde vraiment important, qui vont ailleurs, qui disent je ne veux pas faire partie d'un groupe que ça ne marche pas ou pour une raison méchante. Le projet semblait être très intéressant. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il était trop ambitieux? On parle de quel projet? Le projet ici. Oui, à l'îlot des Palais, OK. Oui, c'est ça. OK, oui. Ben oui, tu avais mentionné, oui. Il y avait un projet. À un moment donné, on perd du monde si le projet ne fonctionne pas pour des raisons. Fait que vous faites présentement ici, remobiliser le monde. Le projet est mort, on reprend en petits morceaux. Moi, je trouve que c'est important parce qu'on a eu des projets qui ne sont pas allés nulle part, malgré que les citoyens étaient impliqués, qui étaient dévoués, qui ont fait leur part. On n'en parle pas souvent des échecs, mais j'avoue d'aller rechercher ce monde-là après, c'est pas toujours évident. Il y en a qui sont en déprime longtemps. Oui, ben peut-être comme bref rappel, on parle du projet qu'il y avait eu pour 2008, pour le 400e anniversaire, d'ouvrir un musée ici qui aurait une envergure beaucoup plus importante en construisant une structure au-dessus des restes du premier palais de l'intendant qui sont juste de l'autre côté du parc.
et bon, qui n'a finalement jamais abouti parce qu'il y a eu un changement de pouvoir. Et bon, le projet était très soutenu par la mairesse Boucher. Puis bon, ben, le maire Labaume, quand il a vu les dépassements de coûts, ben, il a préféré concentrer sur d'autres projets, à tort ou à raison. Et donc, effectivement, ben, ce projet-là, bon, avait mobilisé beaucoup de gens du côté de la Société du patrimoine urbain de Québec. Et ça a été une forte déception de voir qu'il n'a pas vu le jour. Puis aussi, amené l'endroit dans lequel on est, qui, bon, qu'on se concentre effectivement sur le nouveau projet. Et donc, non seulement on risquait de ne pas avoir le nouveau projet, l'ancien. Et donc, là, il y a eu tout plein de démarches qui ont dû être faites pour effectivement ben, ressusciter ce qui avait été fermé pour faire place au nouveau. Sur la question, effectivement, de la mobilisation, je dirais que heureusement, la plupart du temps, ben oui, il y a un projet, mais il y a plusieurs projets en même temps qui sont menés par les sociétés d'histoire puis des organismes à but non lucratif qui œuvrent dans le domaine du patrimoine. Puis bon, mais si le projet principal peut des fois, bon, ne pas se concrétiser, il y a souvent d'autres projets à côté qui se concrétisent et ça permet de garder les bénévoles qui, bon, demeurent engagés dans le processus parce que, ben oui, il y a ça qui n'a pas fonctionné, mais il y a quand même ça, ça et ça qui fonctionne. Mais oui, effectivement, c'est un enjeu de garder les gens mobilisés à la suite d'un échec, à la suite aussi d'un projet dans lequel ils se sont investis personnellement puis qui est leur bébé. Puis pour ce qui est de la question de est-ce que c'est un projet qui pourrait toujours être en cours ou pas, moi, c'est ça, de manière franche et honnête, quand je suis arrivé ici, ben, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais c'est ça, je continue à creuser et à parler avec du monde. Puis, bon, ben, une fois que je vais mieux comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, ben, est-ce que ça vaut la peine de revenir avec un nouveau projet? Parce que, bon, ça n'a pas fonctionné pour telle et telle raison, mais aujourd'hui, 15 ans plus tard, on est dans un autre contexte et ça pourrait fonctionner. Ou est-ce que, ben, au final, ben, les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné sont toujours là aujourd'hui? Et bon, ben, c'est ça. S'il n'y a pas de chance, je ne me lancerai pas dans quelque chose que je sais perdu d'avance, mais si effectivement, il peut y avoir un intérêt de la part des autorités à relancer ce projet de musée-là, parce que bon, c'est ça, Montréal a la chance d'avoir Pointe-à-Calière, qui est absolument génial. À Québec, en archéologie, ben, il y a l'îlot des Palais, qui, bon, ben, a un cadre exceptionnel pour mettre en valeur des artefacts, mais qui est limité dans son espace. Et bon, l'idée aussi de mettre en valeur ces vestiges-là, je pense que ça pourrait être particulièrement bien cadré dans un cadre pour une ville comme Québec. Et donc, à suivre. Ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai collaboré à ce dossier-là à l'époque. Mais il y avait eu beaucoup de contestations concernant le projet et le type de projet qui avait été favorisé. Ça avait fait l'objet d'un concours d'architecture. C'est bon, on avait choisi effectivement le projet le plus intéressant, à notre avis. Mais il y a eu des contestations, non seulement de la part de certains spécialistes, mais aussi de responsables de grands musées. Parce qu'arrivait un autre musée. Alors, donc, ça a commencé à jaser beaucoup dans ce milieu-là. Et finalement, étant donné les protestations qui venaient d'un peu partout, le projet a été abandonné. C'est mon rôle de vous dire merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, M. Légaré-Roussin, M. Moisan, M. Tremblay-Lamarche et M. Viault. C'est ce qui met fin à cette première partie de cette journée à Québec consacrée à la participation citoyenne en histoire et patrimoine. On vous incite, on vous encourage à revenir à 19h pour une deuxième table ronde où il y aura de nouveaux intervenants. Et je vous incite aussi à vous rebrancher à 19h pour nous écouter via Zoom. Donc, merci beaucoup encore une fois de votre participation et de votre présence.